30 janvier 1933. Adolf Hitler est investi chancelier de l'Allemagne. Il hérite d'un pays qui, selon presque tous les indicateurs économiques, est en ruine. Le chômage avait récemment frôlé les 30%. La monnaie nationale s'était effondrée dans une ruine hyperinflationniste moins d'une décennie auparavant. Les réparations imposées par le traité de Versailles ont vidé le trésor allemand. La production industrielle est en contraction et l'armée allemande, la Reichswehr, est limitée par le même traité à 100 000 hommes. Pas de chars, pas de force aérienne, pas d'état-major général, du moins officiellement. 6 ans plus tard, l'Allemagne dispose de la force militaire la plus puissante d'Europe. En septembre 1939, la Wehrmacht compte plus de 3 millions de soldats actifs. Les divisions de Panzer franchissent les frontières polonaises. Les bombardiers en piqué de la Luftwaffe réduisent les villes en ruine avec une précision qui laisse les observateurs militaires alliés sans voix. En 2 ans, cette force atteindra près de 8 millions d'hommes sous les armes. Le Reich entretiendra la plus grande armée de terre de l'histoire européenne sur 2000 miles de front, des chaînes d'approvisionnement d'une complexité inimaginable et une guerre de destruction industrielle à une échelle jamais tentée auparavant. D'où venait l'argent ? Ce n'est pas une question simple et la réponse, lorsqu'on la pousse jusqu'à sa conclusion logique, constitue l'une des histoires financières les plus troublantes de l'ère moderne. Car la vérité, c'est que Hitler n'a pas financé son armée par une fiscalité honnête, un endettement responsable ou une politique monétaire saine. Il l'a financé par des mécanismes si juridiquement douteux, si structurellement imprudents et finalement si prédateurs que la seule raison pour laquelle ils ont fonctionné, c'est que le gouvernement allemand contrôlait totalement chaque institution qui aurait pu autrement révéler la fraude. Il a créé de l'argent qui n'en était pas vraiment. Il a emprunté à l'avenir d'une manière que l'avenir n'était jamais censé honorer. Il a pillé les biens de centaines de milliers de personnes, d'abord en Allemagne, puis à travers l'Europe occupée, et il a fait tout cela discrètement, de façon systématique et pendant des années, presque invisiblement, dissimulé derrière le vacarme du spectacle politique et la machine de la censure totalitaire. Ce soir, nous suivons l'argent depuis les ruines de l'Allemagne de Weimar en 1932 jusqu'à la mobilisation industrielle totale de 1943, du bureau d'un économiste discret nommé Hjalmar Schacht jusqu'au pillage d'un continent, de la première monnaie parallèle imprimée en secret au vol systématique de l'or, de l'art, du travail et de la vie de millions de personnes à travers l'Europe occupée. Ce n'est pas simplement l'histoire de la façon dont l'Allemagne a construit une armée, c'est l'histoire de la façon dont cette armée a été financée et de ce que le véritable coût s'est avéré être. Pour comprendre ce qu'Hitler a accompli sur le plan financier, ou plus précisément ce qu'il a orchestré, il faut d'abord comprendre ce dont il a hérité. L'économie allemande de 1932 n'était pas simplement en crise, elle était structurellement traumatisée. L'histoire de ce traumatisme commence en 1914, lorsque l'Allemagne a financé la Première Guerre mondiale presque entièrement par l'endettement et l'impression de monnaie plutôt que par la fiscalité. Les gouvernements britanniques et français ont financé une part importante de leurs dépenses de guerre par l'impôt. L'Allemagne, dont les dirigeants politiques redoutaient les bouleversements sociaux qu'entraîneraient des hausses d'impôts, a choisi à la place de s'endetter. À la fin de la guerre, en 1918, la dette nationale de l'Allemagne avait été multipliée par environ 20. Le Reichsmark ne valait plus qu'une fraction de sa valeur d'avant-guerre. Puis vinrent les réparations. Le traité de Versailles de 1919 imposa à l'Allemagne une facture de réparation de guerre finalement fixée à 132 milliards de marks or, soit l'équivalent d'environ 330 milliards de dollars américains actuels. L'Allemagne ne pouvait pas payer. Sa capacité d'exportation était anéantie, ses avoirs à l'étranger confisqués et sa flotte marchande réquisitionnée. La tentative de respecter les obligations de réparation en imprimant de la monnaie provoqua l'hyperinflation catastrophique de 1921 à 1923, durant laquelle le taux de change entre le mark allemand et le dollar américain s'effondra, passant d'environ 4 marks pour $1 à 4 000 milliards de marks pour $1.
Une simple miche de pain coûtait des milliards de marks. Les gens brûlaient des billets pour se chauffer, car le bois à acheter valait plus que les billets eux-mêmes. La stabilisation arriva en 1924 avec l'introduction du Rentenmark et le plan Dawes qui restructura les obligations de dette de l'Allemagne et permit un afflux massif de prêts américains dans l'économie allemande. Pendant 5 ans, l'Allemagne se redressa. La production industrielle augmenta, le chômage diminua. Les années 1920 donnèrent brièvement de l'extérieur l'image d'une renaissance économique allemande. Puis vint octobre 1929 et le krach de Wall Street. Les banques américaines réclamèrent le remboursement de leurs prêts à l'Allemagne. Le crédit s'évapora. Le chômage, qui était retombé à des niveaux gérables, repartit à la hausse. En 1932, 6 millions d'Allemands étaient officiellement sans emploi et des millions d'autres travaillaient à temps réduit ou survivaient grâce à la charité. Le système bancaire était au bord de l'effondrement. Le gouvernement Brüning répondit par l'austérité, réduisant salaires, prestations et dépenses, ce qui aggrava la récession et accéléra la radicalisation de la politique allemande. Voilà l'Allemagne que Hitler hérita. Un pays avec des réserves d'or négligeables, d'énormes dettes internationales, une base industrielle atrophiée et une armée limitée par traité à la taille d'une modeste force de police. La sagesse économique conventionnelle de l'époque considérait que reconstruire la capacité militaire allemande n'était pas seulement difficile, mais économiquement impossible dans un délai raisonnable. Cependant, cette sagesse économique conventionnelle supposait que les acteurs concernés respecteraient les règles habituelles. Hitler et l'homme qu'il choisit pour diriger sa machine financière n'avaient aucune intention de le faire. Son nom était Hjalmar Schacht, et ce qu'il mit en place entre 1933 et 1937 fut sans doute le mécanisme financier le plus audacieux de l'histoire de la guerre moderne. Hjalmar Schacht n'était pas un idéologue nazi. C'était un banquier. L'un des banquiers centraux les plus compétents techniquement de sa génération, un homme qui avait accompli le quasi-miracle de stabiliser la monnaie allemande pendant la crise d'hyperinflation et qui comprenait les rouages des systèmes financiers avec une précision que peu de politiciens pouvaient égaler. Il méprisait ce qu'il appelait les amateurs économiques, qui entouraient Hitler, mais il comprenait ce que Hitler voulait. Il pensait que l'Allemagne avait besoin de réarmement, et il croyait pouvoir en organiser le financement sans déclencher la spirale inflationniste qui avait détruit l'économie de Weimar. Ce qu'il a conçu s'appelait le système des effets MEFO. C'était, en son essence, un mécanisme de création d'argent caché. Les dépenses qui n'apparaîtraient pas dans les comptes officiels du gouvernement n'entraîneraient pas les restrictions sur les devises étrangères qui régissaient l'emprunt allemand sur les marchés internationaux et ne provoqueraient pas le genre d'expansion monétaire visible qui aurait inquiété les investisseurs, les créanciers ou les puissances étrangères susceptibles de restreindre l'accès de l'Allemagne aux marchés financiers internationaux. Voici comment cela fonctionnait. Le gouvernement allemand a créé une société écran appelée Metallurgische Forschungsgesellschaft, la société de recherche métallurgique, universellement abrégée en MEFO. Cette société n'existait que sur le papier, avec un capital nominal d'1 million de Reichsmarks. Son objectif n'était pas de mener des recherches métallurgiques. Son but était de servir de contrepartie à une nouvelle forme de reconnaissance de dette gouvernementale, les billets MEFO. Lorsqu'une entreprise allemande d'armement, comme Krupp, Siemens ou Rheinmetall, recevait un contrat gouvernemental pour la production d'armes, elle était payée non pas en espèces, mais en billets MEFO, qui étaient en réalité des reconnaissances de dettes tirées sur la société fictive MEFO, garantie par la Reichsbank, arrivant à échéance dans 3 à 5 ans et rapportant un taux d'intérêt modeste de 4%. L'entreprise d'armement pouvait conserver le billet jusqu'à son échéance ou le présenter à la Reichsbank pour recevoir immédiatement de l'argent liquide. La Reichsbank conservait alors le billet comme un actif dans son bilan. Le génie et le danger de ce système résidaient dans son invisibilité. Parce que les billets MEFO étaient techniquement des instruments du secteur privé émis par une société privée, ils n'apparaissaient pas dans le budget officiel du gouvernement,
Le monde, y compris les créanciers de l'Allemagne, la Société des Nations qui surveillait le respect par l'Allemagne de diverses obligations issues des traités et les investisseurs internationaux, ne pouvaient pas voir la création de cette monnaie. Le budget officiel de l'Allemagne affichait un déficit, mais nettement inférieur au véritable coût du réarmement. L'écart était comblé par les billets MFO qui circulaient discrètement dans le système bancaire. Entre 1933 et 1938, environ 12 milliards de Reichsmarks en billets MFO ont été émis. Ce chiffre représente environ un tiers du total des dépenses de réarmement allemandes durant cette période. Il a financé la création de la Luftwaffe à partir de rien, y compris le développement du Messerschmitt Bf 109, du Junkers Ju 87 Stuka, ainsi que toute l'infrastructure aérienne composée de terrains d'aviation, d'écoles de formation et de dépôts de maintenance. Il a financé l'expansion de la branche Panzer, la reconstruction de la flotte de surface navale et l'infrastructure de production militaro-industrielle. Schacht lui-même savait que le système n'était viable que jusqu'à un certain point. Les billets MEFO avaient des dates d'échéance. Lorsqu'ils arrivaient à échéance, il fallait soit les renouveler en émettant de nouveaux billets, soit les rembourser en espèces, soit provoquer de l'inflation pour en réduire la valeur réelle. En 1938, le système montrait des signes évidents de tension. Le volume total des billets MEFO en circulation approchait la limite de ce que la Reichsbank pouvait absorber de manière responsable. Schacht avertit Hitler que continuer à dépenser au même rythme sans augmenter les impôts ni réduire les dépenses militaires risquait de provoquer une inflation catastrophique. La réponse d'Hitler fut de retirer Schacht du pouvoir. En 1937, Schacht démissionna de son poste de ministre de l'économie. En 1939, il fut révoqué de son poste de président de la Reichsbank. L'homme qui avait construit le moteur financier du réarmement fut remplacé par des responsables plus enclins à l'accélérer, sans se poser de questions gênantes sur ce qui se passerait lorsque les billets arriveraient à échéance. Car en 1938, Hitler avait une autre réponse à la question de savoir comment financer son armée, non plus l'ingénierie financière, mais la conquête. Le 12 mars 1938, les forces allemandes franchissent la frontière autrichienne lors de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche au Grand Reich allemand. À Londres et à Paris, les gouvernements protestent, mais ne font rien d'autre. À Vienne, des foules bordent les rues, et à la Banque nationale d'Autriche, des responsables financiers allemands commencent un inventaire. Ce qu'ils découvrent est significatif. Les réserves d'or et de devises étrangères de l'Autriche, soit environ 200 tonnes d'or et 91 millions de dollars américains en devises, sont confisquées et transférées à la Reichsbank. Au taux de change de l'époque, cela représente environ 1 milliard de Reichsmark en réserve de devises fortes. Pour une Allemagne qui fonctionnait jusque-là grâce à l'ingénierie financière et à la comptabilité créative, c'est un véritable pactole. Mais l'or n'est qu'un début. Les entreprises publiques autrichiennes, les chemins de fer, les banques, les sociétés industrielles sont absorbées dans le système économique allemand selon des modalités qui favorisent systématiquement les intérêts allemands. Les biens des Juifs autrichiens, qui sont environ 200 000, sont expropriés selon les mêmes lois raciales qui avaient été appliquées plus progressivement en Allemagne depuis 1933. À Vienne, cette expropriation est condensée en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs années. Les entreprises appartenant à des Juifs sont transférées à des propriétaires non-juifs pour une fraction de leur valeur marchande, à travers un processus que les nazis appellent euphémiquement l'arianisation. La différence entre le prix nominal de transfert et la véritable valeur marchande est, de diverses manières, versée sur les comptes du Reich. Le schéma devient plus clair 6 mois plus tard. En septembre et octobre 1938, l'Allemagne démembre la Tchécoslovaquie par l'accord de Munich et occupe les Sudètes. En mars 1939, les forces allemandes occupent le reste de la Bohême et de la Moravie, le cœur industriel de l'Europe centrale. Ce que l'Allemagne acquiert est stupéfiant par son ampleur. Le matériel militaire tchécoslovaque capturé ou saisi suffit à lui seul à équiper une part supplémentaire significative de la Wehrmacht.
environ 600 chars, plus d'1 millier de pièces d'artillerie, ainsi que toute la production des usines Škoda, l'une des usines d'armement les plus avancées d'Europe, tombe sous contrôle allemand. Selon diverses estimations, Škoda avait produit une quantité de matériel militaire à peu près équivalente à la production d'armement britannique sur la même période. Ces installations continueront de produire sous gestion allemande pendant toute la guerre, contribuant de manière significative à la capacité militaire allemande. Les réserves d'or de la Banque nationale tchécoslovaque, soit environ 45 tonnes, sont extraites par un procédé si effronté qu'il provoque un petit scandale jusque Londres. L'or, détenu en partie à la Banque des règlements internationaux à Bâle, est transféré sur le compte de la Reichsbank grâce au mécanisme de la BRI, malgré les protestations. La BRI, une institution créée précisément pour gérer les règlements financiers internationaux, s'exécute. Cet épisode rappelle utilement que les institutions financières internationales des années 1930, comme à d'autres époques, ne sont pas des entités moralement neutres, au-dessus des courants politiques de leur temps. Les annexions résolvent également un problème que Schacht avait identifié comme la contrainte fondamentale à la réarmement allemand, le manque de devises étrangères nécessaires à l'importation de matières premières. L'Allemagne manquait de pétrole, manquait de minerais de fer en quantité suffisante, manquait de caoutchouc, manquait de nombreux intrants industriels nécessaires à la guerre moderne. Il fallait acheter ces ressources à l'étranger en utilisant des devises étrangères, dont l'Allemagne manquait chroniquement. Les réserves de devises étrangères autrichiennes et tchécoslovaques, bien que non énormes, prolongent la capacité d'importation de l'Allemagne de plusieurs mois. Et l'intégration industrielle des territoires annexés réduit la dépendance de l'Allemagne à certaines importations en produisant sur le territoire national ce qui devait auparavant être acheté à l'international. À l'été 1939, la logique financière de l'expansion est devenue, d'un point de vue strictement allemand, auto-renforçante. Chaque acquisition fournit des ressources qui prolongent la marge de manœuvre financière pour la prochaine acquisition. La machine de conquête n'est pas seulement une opération militaire, c'en est aussi une financière. Et elle s'apprête à fonctionner à une échelle qui dépasse de loin tout ce que l'Autriche ou la Tchécoslovaquie pouvaient offrir. La question qui plane sur Berlin en août 1939 est la suivante. La Wehrmacht, bâtie sur une comptabilité créative et des avoirs saisis, peut-elle mener une véritable guerre contre des grandes puissances ? Les généraux sont sur le point de le découvrir, tout comme l'économie allemande. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La campagne de Blitzkrieg dure 27 jours. Les performances militaires de la Wehrmacht sont à la hauteur de tout ce que le programme de réarmement avait promis. Les performances financières de l'économie allemande en temps de guerre sont bien plus complexes. Le défi fondamental du financement en temps de guerre est simple à énoncer, mais extrêmement difficile à résoudre. Une nation en guerre doit rediriger une part massive de sa production économique de la consommation civile vers la production militaire. Les soldats doivent être équipés, nourris, transportés et payés. Les usines doivent être converties, agrandies et approvisionnées. Tout cela nécessite de l'argent. Et dans une économie de guerre, l'argent est en concurrence avec les ressources matérielles. Trop d'argent poursuivant trop peu de biens de consommation provoque de l'inflation. Trop peu d'impositions engendre des déficits. Trop de déficits produit une inflation empruntée, différée. L'approche du régime nazi face à ce problème fut un mélange caractéristique de rigidité idéologique, d'improvisation administrative et de vols systématiques organisés à l'échelle du continent. Le premier mécanisme était la taxation directe. L'Allemagne a effectivement augmenté les impôts pendant la guerre, en relevant les taux d'imposition sur le revenu et en introduisant toute une série de prélèvements spéciaux. Mais le régime était pleinement conscient du danger politique que représentait la précarité économique sur le front intérieur. Hitler avait étudié l'effondrement du front intérieur allemand en 1918,
lorsque l'épuisement dû à la guerre et les pénuries alimentaires avaient contribué à la révolution et à l'abdication du Kaiser, et il en avait conclu que le maintien du niveau de vie des civils allemands était un impératif politique. Les hausses d'impôts furent donc limitées. La charge fiscale allemande, pendant la guerre, en pourcentage du revenu national, était nettement inférieure à celle de la Grande-Bretagne. Le deuxième mécanisme était l'emprunt intérieur. Le Reich émit des emprunts de guerre et obligea les institutions financières allemandes, banques, compagnies d'assurance, caisses d'épargne, à détenir des titres d'État comme une fraction prescrite de leurs actifs. Cela a canalisé l'épargne accumulée de la population allemande vers le financement de la guerre. En 1944, la dette de guerre intérieure avait dépassé les 300 milliards de Reichsmark, un chiffre extraordinaire qui représentait, en termes réels, une créance sur la production économique future de l'Allemagne qui ne pourrait jamais être honorée de manière plausible. Le troisième mécanisme était la planche à billets, utilisée avec plus de sophistication que durant les années d'hyperinflation, mais reposant fondamentalement toujours sur la création monétaire. La circulation des billets de la Reichsbank, c'est-à-dire la masse totale de Reichsmarks en circulation dans l'économie, a connu une expansion énorme pendant les années de guerre, passant d'environ 11 milliards de Reichsmark en 1939 à 73 milliards en 1945. Cette expansion a été empêchée de se manifester sous forme d'inflation des prix à la consommation grâce à un système complet de contrôle des prix, de rationnement et de canalisation obligatoire des dépenses vers les emprunts de guerre. L'inflation n'a pas été éliminée, elle a été dissimulée. Les hausses de prix qui auraient dû apparaître dans l'économie ouverte ont été au contraire réprimées et différées, s'accumulant sous forme d'un excédent monétaire qui finirait par se manifester sous la forme d'une inflation catastrophique après la guerre, le deuxième épisode de ce genre en une seule génération. Mais aucun de ces mécanismes, qu'il s'agisse de la fiscalité, de l'empreinte intérieure ou de la création monétaire, n'aurait pu à lui seul soutenir une économie de guerre de l'ampleur exigée par le Reich sans imposer des coûts insupportables à la population allemande. La solution politique à cette contrainte fut le quatrième mécanisme, et de loin le plus important tant par son ampleur que par ses conséquences. L'Europe occupée a payé pour la machine de guerre allemande. Dans chaque territoire occupé, l'Allemagne a imposé un système de frais d'occupation, des paiements extorqués au gouvernement occupé pour couvrir le prétendu coût du maintien des forces d'occupation. En France, ce montant fut fixé à 400 millions de Reichsmark par jour en 1940, une somme si élevée qu'elle représentait environ le double des véritables coûts d'occupation de l'Allemagne, l'excédent allant directement au financement de la guerre du Reich. La France à elle seule a transféré par le biais des frais d'occupation entre 20 et 25 milliards de Reichsmark à l'Allemagne au cours de la guerre. Les Pays-Bas ont payé environ 7 milliards de Reichsmark, la Belgique 5 milliards. L'extraction combinée en Europe de l'Ouest représentait une subvention au financement de la guerre allemande qui éclipsait toute mesure fiscale intérieure. C'était en termes simples une colonisation économique, l'utilisation des populations occupées comme financiers involontaires de leur propre asservissement. L'histoire financière de l'Allemagne nazie ne peut être racontée sans affronter une vérité aussi inconfortable qu'essentielle. Une part significative du réarmement allemand et du financement de la guerre fut bâtie sur le vol systématique des biens juifs et, en fin de compte, sur le vol des vies juives. L'arianisation, le transfert forcé des entreprises, propriétés et avoirs détenus par des juifs vers des propriétaires allemands non juifs, commença presque immédiatement après la nomination de Hitler comme chancelier en 1933. Au départ, il s'agissait d'un processus semi-spontané, alimenté par la violence locale des SA et la pression économique qui rendèrent le commerce juif de plus en plus intenable. Les entreprises détenues par des juifs faisaient boune face à des boycotts. Leurs propriétaires étaient victimes d'intimidations physiques et les juifs exerçant des professions libérales, avocats, médecins, universitaires, étaient progressivement exclus de leur métier. Après les lois de Nuremberg de 1935, le processus devint systématiquement légal.
les Juifs furent définis comme des non-citoyens et privés de la plupart de leurs droits civiques. Leur capacité à participer à la vie commerciale fut progressivement restreinte par la législation. Le mécanisme financier de l'arianisation fonctionnait comme suit. Un propriétaire d'entreprise juif, confronté à des restrictions légales croissantes et à une pression sociale, était contraint de vendre son entreprise. L'acheteur, généralement un concurrent allemand non juif, un affilié du parti nazi ou un investisseur spéculatif, achetait à un prix que le vendeur n'avait pratiquement pas le pouvoir de refuser. Les responsables du Reich et les intermédiaires du parti prélevaient souvent des commissions des deux côtés de la transaction. La différence entre le prix de vente bradé et la valeur réelle de l'actif sur le marché transitait par divers canaux vers les comptes du Reich ou vers des mains privées liées au parti. L'ampleur de cette expropriation en Allemagne et en Autriche est difficile à estimer avec précision, mais les historiens évaluent généralement la valeur totale des biens juifs transférés par l'arianisation dans les frontières du Reich d'avant-guerre, entre 1 et 2 milliards de Reichsmark. Il s'agit d'une contribution substantielle aux finances de l'État durant la période de dépenses maximale pour le réarmement. Du 9 au 10 novembre 1938, Kristallnacht, la nuit de cristal. Partout en Allemagne et en Autriche, des synagogues brûlent, des commerces juifs sont détruits et environ 30 000 hommes juifs sont arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. La violence est présentée publiquement comme une réaction populaire spontanée. Il s'agit en réalité d'une opération organisée et ses conséquences financières révèlent avec une brutalité saisissante les véritables priorités du régime. Dans l'immédiat après Kristallnacht, le gouvernement nazi a imposé à la communauté juive une amende collective d'1 milliard de Reichsmark à payer en guise de punition pour les destructions qui leur avaient été infligées. Les demandes d'indemnisation des propriétaires d'entreprises juives pour les dommages causés à leurs biens ont été confisquées par l'État au lieu d'être versées. Le pogrom, en d'autres termes, n'était pas seulement une opération de terreur, c'était un exercice de collecte de fonds. Lorsque l'Allemagne a commencé sa conquête de l'Europe de l'Est, l'ampleur de cette expropriation s'est accrue de façon exponentielle. La Pologne comptait une population juive d'environ 3 millions de personnes, la plus importante d'Europe. Les Pays-Bas, la Belgique, la France et les autres territoires occupés à l'ouest abritaient ensemble des centaines de milliers de personnes supplémentaires. Les territoires soviétiques occupés en comptaient des millions. Dans chaque territoire occupé, le schéma s'est répété. Les communautés juives étaient tenues d'enregistrer leurs biens. Ces biens étaient systématiquement confisqués. Les comptes bancaires étaient gelés et transférés sur des comptes du Reich. Les entreprises étaient saisies. Les œuvres d'art, des siècles de patrimoine culturel accumulés, étaient inventoriées et transportées en Allemagne, à la fois pour leur valeur financière directe et comme objet de collection institutionnelle et privée par les hauts responsables nazis. Hermann Göring dirigeait personnellement une opération visant à piller les collections d'art de l'Europe occupée à une échelle industrielle. L'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg d'Alfred Rosenberg a pillé à lui seul environ 500 000 objets de patrimoine culturel provenant de collections appartenant à des Juifs. La valeur totale des œuvres d'art et des objets culturels retirés de l'Europe occupée a été estimée à plusieurs milliards de dollars. L'or pris aux victimes juives des camps d'extermination, l'or dentaire, les alliances, les bijoux, étaient systématiquement traités et déposés sur des comptes de la Reichsbank sous le contrôle de la SS. Le volume de ce matériel était, pris individuellement, d'une petitesse déchirante. Accumulé sur des millions de victimes, il devint, dans le langage froid de la comptabilité du Reich, une source de revenus. Il est impossible de présenter ces faits sans reconnaître ce qu'ils signifient. La Shoah n'était pas seulement un crime contre l'humanité. Elle fut, du point de vue de ses auteurs, également une opération financière, un élément d'un système global de pillage qui extrayait la richesse de chaque individu, communauté et institution sous contrôle allemand. L'argent qui payait le salaire du soldat, qui achetait le carburant du char, qui fabriquait la balle, était en partie la propriété volée des personnes contre lesquelles cette balle était dirigée. En 1942,
l'Allemagne faisait face à une crise de main-d'œuvre qui menaçait de faire s'effondrer toute l'économie de guerre. La Wehrmacht avait mobilisé des millions d'hommes allemands. Ces hommes ne travaillaient plus dans les usines, dans les fermes ou dans les mines. Les femmes allemandes, que l'idéologie nazie avait cantonnées principalement à la sphère domestique, furent mobilisées dans la main-d'œuvre plus tardivement et moins massivement qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, une rigidité idéologique qui coûta à l'économie de guerre allemande une efficacité mesurable. Le manque fut comblé par la force. Fritz Sauckel fut nommé plénipotentiaire général pour la mobilisation de la main-d'œuvre en mars 1942, avec pour mandat de recruter, le mot est un euphémisme, des travailleurs étrangers pour l'industrie allemande. Au cours des 3 années suivantes, l'organisation de Sauckel a transporté environ 8 millions de travailleurs depuis les territoires occupés vers l'Allemagne. Parmi eux, environ 5,5 millions venaient d'Europe de l'Est et de l'Union soviétique. Les conditions dans lesquelles les travailleurs d'Europe de l'Est, considérés comme racialement inférieurs selon l'idéologie nazie, étaient transportés et employés n'avaient que peu à voir avec un recrutement de main-d'œuvre. Ils étaient arrachés à leur foyer, transportés dans des wagons de marchandises surpeuplés, logés dans des camps surveillés, nourris au strict minimum vital et travaillaient dans des conditions alliant danger physique et déshumanisation délibérée. À la mi-1944, les travailleurs étrangers, les travailleurs forcés et les prisonniers de guerre représentaient environ 25%, pourcentage de l'ensemble de la main-d'œuvre allemande. Ils travaillaient dans des aciéries, des usines chimiques, des usines d'armement, des mines de charbon et des exploitations agricoles. Des entreprises allemandes, y compris des sociétés dont les produits et les marques existent encore aujourd'hui, ont employé le travail forcé et l'esclavage comme composante courante de leur production en temps de guerre. Volkswagen a utilisé des travailleurs forcés pour construire des véhicules pour la Wehrmacht. BMW a eu recours au travail forcé dans ses usines de moteurs d'avion. IG Farben, le conglomérat chimique qui produisait le Zyklon B, le gaz utilisé dans les camps d'extermination, exploitait une usine de caoutchouc synthétique à Auschwitz III, connue sous le nom de Monowitz, utilisant la main-d'œuvre des camps de concentration dans des conditions délibérément conçues pour épuiser les travailleurs jusqu'à la mort en quelques mois. Ce n'étaient pas des cas exceptionnels. C'étaient des caractéristiques systématiques de l'économie industrielle allemande en temps de guerre. La valeur économique de ce travail forcé pour l'effort de guerre allemand est difficile à calculer avec précision, mais les estimations des historiens de l'économie suggèrent qu'elle était énorme, représentant potentiellement 20 à 30% de la production industrielle allemande en temps de guerre à son apogée. Sans le travail forcé, la production d'armement allemande aurait été considérablement plus faible et la capacité matérielle de la Wehrmacht à poursuivre des opérations offensives après 1942 aurait été réduite d'autant. Les prisonniers des camps de concentration étaient également loués directement à l'industrie allemande par la SS, qui facturait aux entreprises contractantes un tarif journalier par prisonnier, généralement compris entre 4 et 8 Reichsmark par jour, selon les compétences et l'état du prisonnier. La SS conservait ses revenus. Le prisonnier ne recevait rien. Cet arrangement créait une structure d'incitation financière perverse au sein du système des camps. La SS avait un intérêt économique à maintenir les prisonniers en vie suffisamment longtemps pour extraire la valeur de leur travail, tout en menant simultanément des opérations d'extermination qui liquidaient ceux incapables de travailler. Le système qui en résultait n'était, en aucun sens rationnel, économiquement optimal. C'était une catastrophe morale qui, par hasard, générait des revenus. La comptabilité de l'économie allemande en temps de guerre, considérée dans son ensemble, représente l'un des systèmes de vol institutionnalisés les plus complets de l'histoire connue. Chaque pays occupé payait des frais d'occupation. Chaque communauté juive voyait ses biens saisis. 8 millions d'êtres humains furent transportés au-delà des frontières et contraints de travailler dans des conditions qui en tuèrent beaucoup. Et le produit de tout cela, canalisé à travers les comptes de la Reichsbank, les contrats d'approvisionnement de la Wehrmacht et les opérations financières de la SS, finançait l'armée, les avions et les munitions.
L'armée d'1 million d'hommes n'était pas un miracle économique. C'était un crime économique. Et dès 1944, même ce crime ne suffisait plus à la soutenir. Le 8 février 1942, Albert Speer est nommé ministre du Reich à l'armement et à la production de guerre, en remplacement de Fritz Todt, décédé dans un accident d'avion dans des circonstances qui restent à ce jour quelque peu obscures. Speer a 36 ans. Il est architecte de formation, un homme sans expérience formelle en gestion industrielle, et selon la plupart des membres de la bureaucratie industrielle qu'il s'apprête à diriger, il est presque certainement incompétent pour cette tâche. Il s'avère être l'un des gestionnaires industriels les plus efficaces du XXe siècle, ce pourquoi l'histoire lui porte un regard profondément ambigu. Lorsque Speer prend le contrôle, la production d'armement allemande fonctionne à un niveau qui le choque lors de son inspection. Malgré des années de dépenses de réarmement et l'énorme engagement financier de la décennie précédente, l'économie de guerre allemande, au début de 1942, fonctionne loin de sa capacité théorique. Les raisons sont structurelles. Les fiefs concurrents entre la Wehrmacht, la SS, le parti et différents ministères industriels ont créé un enchevêtrement bureaucratique qui empêche une allocation rationnelle des ressources. Des usines qui devraient de produire à 100% de leur capacité fonctionnent à 60 ou 70%. L'allocation des matières premières est chaotique. La prolifération des modèles, l'insistance de la Wehrmacht à disposer de multiples variantes concurrentes pour chaque système d'armes, engendre d'énormes inefficacités de production. Speer a rationalisé ce système avec une rapidité et une efficacité remarquables. Il a créé des comités de planification centrales pour chaque catégorie de production d'armement. Il a standardisé les modèles, réduisant le nombre de variantes concurrentes. Il a transféré les décisions de production du domaine militaire aux gestionnaires industriels civils, qui, selon son analyse, comprenaient mieux l'économie de la fabrication que les officiers. Il a prolongé la journée de travail dans les usines d'armement, réorganisé la chaîne d'approvisionnement et utilisé le reste du vivier de travailleurs forcés avec une efficacité impitoyable. Les résultats furent extraordinaires. Entre 1942 et 1944, la production d'armements allemandes a triplé. La production de chars, qui s'élevait à environ 5000 unités en 1941, a dépassé les 19 000 en 1944. La production d'avions a plus que doublé. La production d'artillerie a augmenté selon des facteurs qui ont déconcerté les analystes du renseignement allié, lesquels s'attendaient à ce que la production allemande commence à décliner à mesure que les bombardements alliés s'intensifiaient. La campagne de bombardement stratégique alliée, qui avait été en partie justifiée par l'argument qu'elle entraînerait rapidement l'effondrement de la production industrielle allemande, n'a pas atteint cet objectif entre 1942 et 1944. La production allemande a continué d'augmenter alors même que les bombardiers britanniques et américains larguaient des centaines de milliers de tonnes d'explosifs sur les villes et installations industrielles allemandes. La dispersion de la production, l'utilisation d'installations souterraines, les gains d'efficacité issus de la rationalisation de Speer, ainsi que l'énorme main-d'œuvre composée de travailleurs étrangers, ont tous contribué à maintenir une production qui, selon les calculs des planificateurs alliés, aurait déjà dû s'effondrer. Mais la réussite de Speer ne peut être dissociée de son contexte. Le triplement de la production d'armement entre 1942 et 1944 a été réalisé grâce à une main-d'œuvre composée d'environ un quart d'esclaves. Elle dépendait de matières premières extraites d'un continent occupé. Elle consommait des ressources financières accumulées au cours d'une décennie de fraude, d'expropriation et de pillage. Et elle fonctionnait à contre-courant d'une situation économique qui, en 1944, devenait impossible à surmonter. La campagne de bombardement alliée, qui n'avait pas réussi à briser la production allemande en 1942 et 1943, commença à avoir des effets décisifs à la fin de 1944, en particulier après la destruction des installations de production de pétrole synthétique qui réduisit tellement la capacité opérationnelle de la Luftwaffe qu'elle ne pouvait plus défendre efficacement l'espace aérien allemand. Les forces terrestres alliées, avançant à la fois de l'Est et de l'Ouest,
capturait progressivement les territoires qui fournissaient à l'Allemagne ses matières premières. Le pétrole roumain, coupé par l'avancée soviétique en août 1944. Le minerai de fer suédois, interrompu par les opérations navales. Le charbon de Silésie, menacé par l'offensive soviétique de l'hiver 1945. Au début de 1945, Speer lui-même conseillait en privé à Hitler que la guerre était perdue sur le plan économique. La production allemande s'effondrait non pas à cause d'un événement catastrophique unique, mais parce que toute l'architecture financière et matérielle sur laquelle elle avait été bâtie, le pillage de l'Europe occupée, le travail forcé de millions de personnes, la comptabilité créative des années d'avant-guerre, étaient démantelés par la force militaire alliée plus rapidement qu'elle ne pouvait être maintenue. L'armée qui avait été bâtie sur de l'argent emprunté, de l'or saisi, des prélèvements d'occupation et du travail forcé faisait face à son jugement final. Et la facture était présentée non pas aux hommes qui avaient conçu ce système, la plupart étant toujours vivants, toujours au pouvoir, toujours en train de planifier, mais aux populations de tous les pays que le Troisième Reich avait touchés. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. La guerre en Europe est terminée et l'architecture financière du Troisième Reich commence son effondrement final, de plus en plus rapide. Le Reichsmark, qui avait été maintenu artificiellement stable grâce au contrôle des prix et au rationnement pendant toute la guerre, reflète désormais la réalité de 73 milliards de marques en circulation face à une économie réduite en ruine. L'hyperinflation fait son retour. La monnaie est finalement remplacée en 1948 par le Deutschmark, anéantissant les économies accumulées des Allemands ordinaires pour la seconde fois en une génération. L'inflation différée, le surplomb monétaire créé par une décennie de dépenses déficitaires, de billets méfaux et d'impressions monétaires, se manifeste enfin par la destruction de la richesse privée que le régime avait cherché à dissimuler tout au long de la guerre. La dette de guerre intérieure d'environ 300 milliards de Reichsmark est en pratique annulée par la réforme monétaire. Les détenteurs d'obligations de guerre allemandes, de simples épargnants allemands qui avaient été enrôlés financièrement pour prêter de l'argent à une entreprise criminelle, ne reçurent que quelques centimes par marque. Les pertes ne sont pas réparties de manière égale. Ceux qui possédaient des actifs physiques, des biens immobiliers et des entreprises productives s'en sont mieux sortis que ceux dont la richesse était détenue sous forme d'instruments financiers. Les territoires occupés entament le douloureux processus de calcul de ce qui leur a été pris. La France estime sa perte nette due à l'occupation allemande à environ 15% de sa richesse nationale. Les Pays-Bas ont perdu environ 30% de leur stock de capital national. La Pologne, qui avait subi non seulement les coûts de l'occupation, mais aussi une destruction économique délibérée, combinée à l'extermination de sa population juive et au meurtre d'une part significative de sa population non juive, a enduré des pertes qui défient toute quantification facile. Le coût humain ne peut pas être converti en un chiffre qui aurait une portée morale. Les procès de Nuremberg, qui ont débuté en novembre 1945, ont abordé les dimensions financières de la criminalité nazie dans les affaires intentées contre de grands industriels et financiers. Fritz Sauckel, qui avait organisé les déportations pour le travail forcé, a été condamné et exécuté. Les directeurs d'IG Farben, qui avaient exploité l'installation de travail forcé de Monowitz à Auschwitz, ont été jugés lors d'une procédure distincte, le procès IG Farben, et ont écopé de peines de prison allant d'1 an et demi à 8 ans, toutes purgées sous forme abrégée. En 1951, tous avaient été libérés. La plupart sont retournés à des postes de direction dans l'industrie allemande. Hjalmar Schacht, l'architecte du système des bons mais faux, l'ingénieur financier qui avait rendu le réarmement possible, a été acquitté à Nuremberg. Le tribunal a estimé que, bien qu'il ait fourni des services financiers essentiels à la montée en puissance militaire du régime nazi, il n'avait pas participé à la planification de la guerre d'agression ni à des crimes contre l'humanité. Il a vécu jusqu'en 1970, écrivant des mémoires qui présentaient sa contribution au réarmement comme un service rendu à l'Allemagne plutôt que comme une facilitation de la catastrophe. L'histoire a été moins clémente. Albert Speer a sans doute présenté le cas de responsabilité le plus complexe. À Nuremberg, il a affirmé ignorer l'Holocauste et s'est présenté comme un technocrate
ayant géré la production d'armements sans connaître le contexte criminel dans lequel elle s'inscrivait. Le tribunal fut en partie convaincu, le condamnant pour avoir eu recours au travail forcé, dont il avait une connaissance claire, tout en l'acquittant des crimes contre la paix. Il fut condamné à 20 ans de prison à Spandau, peine qu'il purgea intégralement, avant de sortir en 1966 pour écrire ses mémoires, au cœur du Troisième Reich, qui se vendirent à des millions d'exemplaires et influencèrent la perception populaire du régime nazi pendant des décennies. Des recherches historiques ultérieures ont largement remis en cause son ignorance prétendue, révélant des preuves de sa connaissance des opérations d'extermination que ses mémoires avaient soigneusement omises. La question plus large de la responsabilité des entreprises, celles qui avaient eu recours au travail forcé, profité de l'arianisation et produit les armes de conquête et de génocide, n'a été abordée qu'en partie et de manière imparfaite dans l'immédiat après-guerre. Les autorités d'occupation alliées ont dissous certains des auteurs les plus flagrants, notamment I.J. Farben, qui a été scindé en ses sociétés composantes, parmi lesquelles BASF, Bayer et Hoechst. Mais l'infrastructure financière et industrielle de l'Allemagne a été en grande partie reconstruite par les mêmes entreprises et, dans de nombreux cas, par les mêmes dirigeants qui avaient opéré sous le régime nazi. Les exigences de la guerre froide, ainsi que le besoin perçu d'une Allemagne de l'Ouest forte comme rempart contre l'expansion soviétique, ont accéléré la réhabilitation de la capacité industrielle allemande au détriment d'une véritable reddition de comptes. La restitution aux victimes juives de l'arianisation a commencé par des négociations entre le gouvernement ouest-allemand et l'État d'Israël, aboutissant à l'accord de Luxembourg de 1952, par lequel l'Allemagne a accepté de verser 3 milliards de Deutsche Mark à Israël sur une période de 12 ans. Cet accord, controversé dans les deux pays à l'époque, représentait la première reconnaissance formelle par un État auteur de crimes d'une obligation financière envers les victimes d'un vol organisé par l'État. Il fut important en tant que précédent. Il fut insuffisant en tant que réparation. Le bilan complet, dans la mesure où il est possible, se poursuit encore aujourd'hui. Des œuvres d'art spoliées provenant de collections juives continuent d'être identifiées et restituées par les tribunaux et les institutions culturelles à travers le monde. Les descendants des familles dont les entreprises ont été saisies pour une fraction de leur valeur ont poursuivi des recours devant les tribunaux allemands et internationaux pendant des décennies. La Banque des règlements internationaux, qui avait traité le transfert de l'or tchécoslovaque en 1939 sans protester, a fini par reconnaître son rôle et a mis en place des politiques destinées à empêcher que cela ne se reproduise. Le processus de bilan historique, tout comme celui du bilan financier, n'a pas de date de clôture nette. Revenons maintenant à la question par laquelle nous avons commencé. Comment Hitler a-t-il financé une armée d'1 million d'hommes alors que l'Allemagne était ruinée? La réponse, retracée dans toute son ampleur historique, est la suivante. Il a utilisé tous les mécanismes à sa disposition, honnêtes et malhonnêtes, légaux et criminels, innovants et prédateurs, dans une séquence qui est passée de l'ingénierie financière à la conquête, puis au pillage et enfin à l'esclavage. Chaque phase finançait la suivante. Chaque escalade était motivée en partie par un véritable calcul stratégique et en partie par la logique interne d'un système qui ne pouvait se maintenir sans expansion continue. Les bons méfaux ont permis de gagner du temps. Les annexions ont permis d'acquérir des ressources. Les coûts d'occupation de l'Europe conquise ont permis de payer les factures courantes. L'expropriation des communautés juives à travers le continent a ajouté des milliards de plus. Et le travail forcé de 8 millions d'êtres humains, dont beaucoup ne survécurent pas à cette expérience, a fourni la production industrielle qui a transformé les ressources financières en armes de guerre. Ce n'était, en aucun sens véritable, un miracle économique. Les miracles économiques impliquent la création de richesses réelles, de biens et de services produits par l'échange volontaire, l'innovation et l'investissement productif. Ce que le Troisième Reich a créé n'était pas de la richesse. C'était un transfert, le plus grand transfert forcé de richesse de l'histoire européenne, déplacer des nombreux vers les quelques-uns, des occupés vers l'occupant, des persécutés vers le persécuteur. Chaque Reichsmark qui payait le salaire d'un soldat de la Wehrmacht portait, quelque part dans son histoire, l'ombre de quelque chose de volé. Cela importe au-delà de l'intérêt historique de la manière dont cela a été accompli.
car la leçon qu'on en tire ne concerne pas principalement la finance. Il s'agit de la relation entre la répression politique interne et l'agression extérieure. Les mécanismes financiers qui ont permis le réarmement allemand n'étaient possibles que dans un système où la presse était contrôlée, les tribunaux étaient soumis, la banque centrale dirigée par des personnes nommées pour des raisons politiques, et où la population était privée de la possibilité d'évaluer, de débattre ou de rejeter les politiques mises en œuvre en son nom. Les effets méfaux ont fonctionné parce qu'il n'y avait pas de presse libre pour les révéler. L'arianisation a fonctionné parce qu'il n'y avait pas de pouvoir judiciaire indépendant pour protéger les droits de propriété. Les coups d'occupation ont été possibles parce que les populations occupées n'avaient aucune représentation politique que l'Allemagne était tenue de reconnaître. Les systèmes financiers totalitaires ne créent pas de richesse. Ils la redistribuent des sans-pouvoir vers les puissants, de la périphérie vers le centre, et dans le cas du Troisième Reich, d'un continent entier d'êtres humains vers une machine de guerre qui a tout consumé sur son passage et qui, dans son bilan final, a laissé un paysage de ruines physiques, de dévastation morale et une dette envers l'histoire qui peut être reconnue mais jamais totalement remboursée. L'armée a été construite, elle a conquis une grande partie de l'Europe, puis elle s'est effondrée, non pas parce qu'elle manquait de soldats, mais parce qu'elle avait consommé toutes les ressources à sa portée, et que la tâche restait malgré tout impossible. Le continent qu'elle avait tenté de piller pour le soumettre a, au contraire, au prix de dizaines de millions de vies, dépouillé le Reich de tout. Les factures, à la fin, finissent toujours par être payées. Si cette histoire vous a touché, interpellé, ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus puissantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton s'abonner et continuons ensemble ce voyage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et adorons découvrir vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War, continuez de poser des questions, continuez de